et ils ont fait un travail par rapport à des enfants, à 100 000 enfants. Donc ce n'est pas un petit sondage au coin de la rue, c'est un vrai travail de territoire. Et alors, ce qu'a montré cette étude, donc sur l'impact du racisme, sur la santé, et en particulier la santé mentale de l'enfant, l'impact, montrait que l'enfant, dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, prend conscience du racisme, prend conscience de la hiérarchisation raciale, les blancs c'est mieux, les noirs c'est moins bien, et prend conscience de là où il se situe dans la hiérarchisation raciale. Vous avez tous et toutes certainement déjà vu cette expérience qui a été faite où il y a un ensemble d'enfants noirs et on leur propose des poupées noires et blanches. Et on leur dit alors lesquelles sont les plus belles, lesquelles sont les plus laides, lesquelles sont les plus intelligentes, lesquelles sont les plus bêtes, lesquelles sont les plus méchantes, lesquelles sont les plus gentilles. Et systématiquement, les enfants noirs préféraient la poupée blanche, plus belle, plus intelligente, plus gentille. Et rejetaient la poupée noire en disant laide, bête et méchante. Voilà, c'est-à-dire les enfants noirs rejetaient la poupée qui leur ressemblait le plus. Voilà, donc ça c'est très très important. Je le dis parce que moi-même, qui suis issue d'immigration postcoloniale, donc certainement que j'ai vécu cette prise de conscience très tôt, je me suis rendu compte de ça vraiment lorsque j'ai eu moi-même mes enfants, en fait, et où je me disais, mais dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, entendre son enfant parler de race en réalité, c'est-à-dire parler de la couleur de la peau, etc. Dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, on se dit, mais pourquoi il y a ces choses dans ces petits cerveaux? Donc c'est assez affolant, c'est assez affolant, mais en tout cas, il faut le savoir. Cette prise de conscience, c'est dès l'âge de 3 ans. L'impact donc, du racisme sur les enfants, c'est notamment des risques d'anxiété, de dépression et d'hyperactivité. Ces risques sont très, très lourds pour des enfants qui subissent des discriminations et du racisme. Et ce qu'a montré l'étude aussi, c'est que lorsque les parents sont dans le déni, c'est-à-dire l'enfant se plaint auprès de vous, maman, papa, j'ai subi du harcèlement, ou alors l'enseignante m'a dit ça, etc., etc. J'ai été stigmatisée. Bon, évidemment, ce n'est pas les termes techniques qu'il va utiliser, mais grosso modo, c'est ça que veut dire l'enfant. Le fait que le parent lui dise « Ne me raconte pas ta vie, travaille, va faire tes devoirs, je ne veux pas le savoir, tu fais la victime, etc., etc. » Donc le parent pense bien faire en poussant comme ça son enfant, en se disant « Je fais ça pour que voilà, il se concentre sur le travail. » Et il ne s'occupe pas trop du système, etc., sinon il va aller dans le mur. Ce déni-là, donc le fait de refuser, de ne pas écouter l'enfant, et au contraire de le renvoyer vers le travail, vers le fait d'oublier en fait, ces situations de discrimination, aggrave encore plus l'impact négatif sur la santé mentale de l'enfant. Ça l'aggrave encore plus. Voilà, c'est ce qu'a montré l'étude. De la même manière, dans l'étude, parce que l'étude ne s'est pas contentée simplement de faire un diagnostic, une analyse de la situation, dans l'étude, on a également, et ça c'est vraiment, je vous invite à la regarder, dans l'étude, on a également un travail qui est fait sur l'impact, au contraire, des parents lorsqu'ils soutiennent leurs enfants, lorsqu'ils ne sont pas dans le déni, etc. etc. Et c'est pour ça que ça s'est fait sur plusieurs années. C'est comment évolue l'enfant, à partir du moment où les parents soutiennent leurs enfants. L'étude a montré qu'il y a une réduction des effets néfastes. À partir du moment où le parent parle des discriminations avec son enfant, ça permet à l'enfant de mieux se défendre. Et à partir du moment, et ça c'est vraiment très très important et on le sait peu, à partir du moment où il y a une transmission de ce que les Américains, enfin dans l'étude, appellent la fierté ethnique, c'est-à-dire le fait de transmettre sa langue maternelle, le fait de transmettre sa religion, par exemple pour ce qui nous concerne en partie, ici, l'islam, de transmettre sa culture ou ses cultures à l'enfant, participe de sa confiance en soi, de sa plus grande confiance en soi et de sa plus grande estime de soi. Alors qu'on peut avoir l'impression qu'en fait c'est l'inverse. C'est-à-dire que par exemple les pouvoirs publics peuvent largement conseiller aux parents qui parlent une langue issue d'immigration postcoloniale, et notamment l'arabe, le berbère, le tamazight, le wolof, le peul, etc., peuvent conseiller aux parents de ne pas parler leur langue maternelle à la maison parce que, soi-disant, ça provoquerait des retards, des handicaps, etc. Ça, c'est totalement faux, par exemple. Il faut au contraire transmettre sa langue, sa culture, ce qu'on est en réalité, ce qu'on est en tant que parent, là d'où on vient, ses héritages, etc. etc. C'est ça qui fortifie les enfants. L'inverse, au contraire, comme je le disais tout à l'heure, crée des effets très, très négatifs sur la confiance en soi et l'estime de soi. Alors ça, c'est très important, et c'est la suite donc, du poème de Gibran que je commençais tout à l'heure.
Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Qui est stable. Il faut être stable, dépourvu de complexes lorsqu'on éduque nos enfants.